1967, il y avait un système politique qui était la manière de gérer au Zaïre, et où auparavant la liberté syndicale n'existait pas. Et donc à partir de 1967, il y avait tous les syndicats d'Afrique se sont réunis et s'était dit de se faire un représentant pour chaque pays qui devrions participer à une confédération africaine des syndicats. C'est par là que le maréchal Mobutu avait profité de créer, ou de faciliter, pas de créer, mais de faciliter à ce que tous les syndicats qui existaient à l'époque coloniale se réunissent et à former un seul syndicat. Et vous allez comprendre avec moi qu'à cette période-là, on ne parlait que de l'INTESA, parce qu'après une conférence, une grande réunion où tous les syndicalistes se sont mis ensemble et ont créé l'INTESA. C'était un certain 23 juin 1967. Et là, l'INTESA a commencé à fonctionner comme syndicat unique au Zaïre, et où il y avait un seul parti politique, les partis présidentiels, les partis au pouvoir, les MPR. Et on considérait l'UNTESA comme la fille aînée du MPR parce qu'à l'époque, seul l'UNTESA avait une possibilité de représenter tous les travailleurs zaïrois et c'était le seul interlocuteur avec le gouvernement zaïrois. Alors, au sein de l'UNTESA, il s'est créé des fédérations parce que le seul président qui gère l'UNTESA ne pouvait pas gérer tous les secteurs de la vie professionnelle. Et c'est là qu'ils ont créé des fédérations. Actuellement, à l'INTC, il y en a 14. Et même à l'époque, en 1967, ils ont créé 14 fédérations. Parmi ces 14, il y avait la FENECO. Et donc, cette FENECO a la même histoire que l'INTC parce qu'elle est née aussi en 1967, à la même date du 23 juin. Et la FENECO commençait déjà à accompagner et à encadrer les enseignants et les éducateurs sociaux dans le monde, dans les secteurs de formation professionnelle, dans les secteurs de l'encadrement de la jeunesse, des enfants. Et là, la FENECO a évolué jusqu'à comme seul syndicat qui représentait tous les enseignants d'Isaïe jusqu'en 1990, le 24 avril, où le président Mobutu a déclaré la liberté ou une certaine démocratie entre guillemets, et où tout le monde avait le choix, donc tous Zaïrois avaient aussi le monopole ou la possibilité de créer des partis politiques et de créer aussi des syndicats. Et c'est là qu'était la fin du monosyndicalisme et où on a créé maintenant le pluralisme syndical. C'est là maintenant que d'autres syndicats sont venus et aujourd'hui vous allez voir, il y en a qui n'ont même pas 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus. Mais nous sommes déjà, je crois, à 58 ans d'existence. Et donc, lorsque vous vous faites accompagner par la FENECO, rassurez-vous que vous vous accompagnez par un syndicat capable, mature à vous défendre. J'étais en train de vouloir parler aussi un peu de la liberté syndicale parce que la plupart des fois, lorsqu'on est dans des réunions avec les partenaires gestionnaires des écoles, surtout protestantes, catholiques, kimbanguistes, musulmanes, il y a cette confusion-là de croire que lorsqu'on crée un syndicat, lorsqu'on crée son syndicat dans sa communauté, directement on a l'emprise sur tous les enseignants. Pourtant, non. Notre Constitution, son article 38, donne la possibilité à tout Congolais ou à tout travailleur congolais d'adhérer à un syndicat de son choix. Alors, parfois, nos gestionnaires nous privent de cette liberté-là, de faire le choix de nos syndicats. Je me rappelle à un certain moment, lorsque je parlais avec le coordonnateur provincial des écoles protestantes, lui qui me dit, nous, on a créé nos écoles, on a construit nos écoles et on a créé notre syndicat qui s'appelle SINEP. Comment vous pouvez venir nous syndiquer, pourtant vous n'avez pas d'école? Moi, j'ai vite compris qu'il n'avait pas de notion du syndicalisme. Parce que les syndicats viennent défendre celui qui est... Les syndicats ne viennent que défendre ceux-là qui ont adhéré chez eux.
et qui ont cette liberté-là d'adhérer dans un syndicat capable de lui défendre. Parfois, par moment, on se retrouve dans un syndicat où l'employeur lui-même est permanent de ce syndicat-là. Donc, il est lui-même l'employeur et il est lui-même celui par qui on va aller plaider ou par qui on va aller revendiquer. Alors, il y a une confusion, on ne sait pas qui fait quoi et qui sanctionne qui et qui plaide pour qui. Et lorsqu'on a besoin d'un accompagnement, on va trouver cet accompagnement-là chez qui. Parce que, comprenez aussi que tout syndicat qui se veut être syndicat a des normes à respecter. Parce que dans sa définition, les syndicats, c'est une organisation permanente, libre, indépendante, au sein de laquelle les travailleurs se réunissent, discutent, jugent et mènent des actions afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Alors, lorsque vous êtes un syndicat libre, indépendant, permanent, pensez-vous que lorsque l'employeur crée son syndicat, vous serez libre? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que vous serez indépendant? Non. L'UNTC est libre, indépendant et permanent. Pourquoi? Parce que chez nous, on n'a pas de numéro matricule. Moi, je suis engagé à l'UNTC. C'est mon employeur. Je ne suis pas engagé à la fonction publique. Je n'ai pas un contrat dans une ONG quelconque où le coordonnateur ou le chef de division chargé de la fonction publique ou l'inspecteur du travail ou le ministre du travail a une emprise sur moi où il peut me dire non. Moi, je suis libre. Je ne perçois mon salaire qu'après le recouvrement des cotisations de ceux qui sont syndiqués chez nous. Et c'est cette liberté-là, ce sont ces cotisations-là qui nous rendent un peu autonomes et où on ne peut plus dépendre des employeurs et du gouvernement, même si c'est notre... C'est pourquoi on s'appelle partenaire. Le gouvernement, c'est notre partenaire, nous, syndicats. Mais, de l'autre côté, là-bas, vous allez trouver quelqu'un, il est coordonnateur, je m'excuse, et lui-même, il nomme le secrétaire provincial ou il nomme les animateurs de ces syndicats-là. Pensez-vous que ce syndicat-là peut aller à l'encontre des injonctions données par ses coordonnateurs? Je ne pense pas. Mais la FENECO, elle est libre, elle est permanente et elle est indépendante. C'est pourquoi, bon, aujourd'hui, on n'est pas en train de débattre campagne, mais je voulais juste vous montrer cette liberté-là qui est respectée chez nous, parce que nous ne dépendons de personne, nous sommes permanents. Je suis venu, je suis en mission de travail parce que le camarade m'a appelé. Il m'a invité pour venir parler avec la communauté et parler un peu de la FENECO. Mais il y a d'autres syndicats là-bas où, lorsque le coordonnateur provincial n'a pas encore signé que tu puisses sortir ton millier, tu ne peux pas quitter. Et donc, nous avons aussi cette permanence. Nous avons une adresse, d'abord à Bukavu, une grande adresse sur l'avenue de la Cathédrale. On est voisin de la DGI, si vous connaissez la direction générale en province, c'est là, on est voisin. Ici à Uvira, le camarade Paul a son bureau là de la FENECO. L'UNTC aussi a un bureau ici à Uvira. Ça prouve aussi cette permanence là. Il y a d'autres syndicats où vous cherchez même l'adresse de ces syndicats là, vous ne pouvez pas trouver. C'est un syndicat mallette où il y a les sorts et tout dans la mallette. Vous rencontrez n'importe où et vous signez des documents qui engagent tous les enseignants. C'est ainsi que nous voudrions un peu, nous avons jugé utile de parler un peu de la FENECO et de parler aussi un peu de la liberté syndicale. La FENECO est tellement organisée que vous ne pouvez pas tel que vous ne pouvez pas le croire, parce qu'au-delà d'avoir l'UNTC comme grande maison, ces 14 fédérations ont chacune un secrétaire général. C'est ainsi que la FENECO UNTC a aussi un secrétaire général qu'on appelle Augustin Tumba. Il est basé à Kinshasa. Et parfois il est en province. D'ailleurs, si Dieu le veut, à travers ces projets, il pourra peut-être aussi nous arriver ici et parler un peu du syndicat. Parce que nous, partout où nous passons, nous parlons seulement syndicat. Après le secrétaire général, il a
des secrétaires provinciaux dans toutes les provinces éducationnelles, dans toutes les provinces administratives d'abord. Parce qu'on a 26 provinces éducatives et dans toutes, administratives, et dans toutes ces provinces, nous avons un secrétaire provincial. C'est comme ça que moi je suis secrétaire provincial au Sud Kivu. Au-delà de ça, dans chaque province éducationnelle, nous avons un président. Donc, à Sud Kivu 1, Bukavu, Walungu, Kabare, Kale, Idjui, de l'autre côté, il y a un président provincial Sud Kivu 1. Ici, Uvira, Baraka, Fizi, nous avons un président provincial Sud Kivu 2, que vous connaissez très bien, à la personne du camarade Paul. Et à Sud Kivu 3, Chabunda, Mwenga, nous avons aussi un autre. Donc, province éducationnelle Sud Kivu 3, nous avons un président provincial de Sud Kivu 3. Alors, au-delà de ça, nous avons des comités dans chaque entité, dans chaque sous-division. Et je crois que vous m'avez très bien suivi lorsqu'on était en train de parler du programme. Et donc, dans chaque sous-division, nous devons aussi avoir des animateurs. Après avoir eu des animateurs dans les sous-divisions, nous devons avoir des animateurs dans les écoles. C'est là maintenant qu'on appelle les délégués syndicaux. Ces délégués syndicaux, bien que la pratique actuelle n'est pas celle que voudrait la loi voudrait que à chaque 3 ans, il y ait des élections syndicales. Et c'est à l'issue de chaque élection syndicale que l'on obtient les délégués syndicaux. Et au-delà de ça, lorsqu'il y a un problème qui ne trouve pas de solution au niveau de l'école, c'est là maintenant que vous pouvez amener ces problèmes-là au niveau du comité de la sous-division. Si vous ne trouvez pas de solution, vous remontez maintenant ça au comité provincial, à la province éducationnelle, au président. Et lorsque le président lui aussi, il n'est pas parvenu à trouver des solutions, là maintenant, ça signifie que c'est déjà un problème qui a une connotation provinciale. Là, si ça va au-delà de ses compétences, là, on ne peut que l'accompagner. Parce que nous, on les forme pour qu'ils soient aussi comme nous, lorsqu'ils font leur travail d'accompagner les syndiqués. Et donc, on est là que pour les accompagner, les encadrer, les former, et pour le bien-être de nos syndiqués dont parmi nous on fait partie. D'où on ne maîtrise pas les questions éducatives, d'où on ne porte pas l'éducation comme priorité. Cette nation-là est vouée à disparaître. Alors, nous, la FENECO, comme les camarades viennent de le parler, nous sommes un syndicat. Et avant tout, le rôle du syndicat a d'abord le rôle revendicatif. Donc nous nous revendiquons pour les biens de nos syndicats, de nos membres. On cherche les meilleurs des enseignants. Et en cherchant les meilleurs des enseignants, souvent en réclamant, on arrive à créer une tension entre les syndicats et les autorités. Et souvent, même dans la communauté, on a tendance à croire que le syndicat, c'est un mouvement rebelle comme ça, un groupe de résurrection qui n'obéit pas aux normes légales. Et alors, avec ce projet-ci, on veut aussi améliorer l'image du syndicat dans la communauté. Donc, enlever l'équivoque là, ce qu'on pense du syndicat, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Nous sommes pour les biens des enseignants. Lorsque l'enseignant se sent à l'aise, lui aussi va travailler convenablement son travail, et l'enfant qu'il va former, demain sera notre président, sera le ministre, sera les actes. Et nous tous, comme nous sommes ici, nous avons passé par les enseignants. Personne ne devrait pas se retrouver ici s'il n'a pas un jour visité le bas de l'école. Et alors, c'est l'école qui nous a fait tel que nous sommes aujourd'hui. La FENECO est partenaire de l'International de l'éducation. L'International de l'éducation, c'est le syndicat international de tous les enseignants.
Donc nous avons au moins 320 membres, 320 millions d'enseignants qui sont membres de l'IE à partir de leur syndicat. L'International de l'éducation, il travaille avec l'Organisation internationale du travail. Il travaille avec l'UNESCO, avec l'UNICEF et avec aussi l'ONU dans les questions de l'éducation. S'il faut parler des enseignants dans le monde, on ne peut pas les traiter sans toutefois voir l'IE qui est l'International de l'éducation. Maintenant, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de syndicats membres de l'IE. Alors, comme il y a beaucoup de syndicats membres, il y a les enseignants, surtout les occidentaux, qui ont compris le rôle du syndicat. Et ce syndicat-là, pour montrer que vous êtes membre d'un syndicat, vous libérez votre cotisation, soit mensuelle, soit annuelle. Et à partir de leur cotisation, ils ont trouvé qu'ils peuvent faire maintenant d'autres choses à part la revendication. Et ils ont songé aux enfants du monde. En Inde, il y avait le travail forcé des enfants. C'est à partir de là qu'il y a eu l'idée de chercher comment éliminer ce travail des enfants. Et là, on a formé maintenant ce qu'on appelle, on a créé l'appellation la zone libre de tout travail des enfants. Donc c'est une zone où on doit retrouver tous les enfants à l'école, où on ne doit pas trouver aucun enfant dans les milieux professionnels ou dans le travail. Donc on ne peut pas voir un enfant qui travaille, soit pour la famille, soit pour une tierce personne. Donc l'enfant, sa place, c'est à l'école. On a commencé l'initiative d'abord dans une cité comme ça à Kiliba, et ça a pris l'ampleur jusqu'au niveau international. Le syndicat allemand GEW, donc G et W, ils ont formé, ils ont créé une fondation qu'on appelle Far Childhood. Le Far Childhood, c'est la fondation maintenant qui est consacrée uniquement à lutter contre le travail des enfants. Et selon leur philosophie, l'enfant qui n'est pas à l'école, c'est un enfant travailleur. L'enfant qui n'est pas à l'école, c'est un enfant travailleur. S'il ne travaille pas chez quelqu'un, moyennant rémunération, il travaille dans sa famille. Il y a des gardes des bébés. C'est aussi un travail. Parce qu'ailleurs, on engage un domestique pour garder les enfants et faire d'autres tâches ménagères. Maintenant, vous prenez votre enfant, au lieu de l'envoyer à l'école, vous dites vous serez chargé de garder les enfants, vous serez chargé de soit chercher de l'eau et d'autres tâches domestiques là. Ce sont là les travaux des enfants que nous voulons éliminer. La fondation allemande là, à partir donc à travers l'International de l'éducation, collabore avec d'autres syndicats maintenant pour aider à éliminer, à lutter contre le travail des enfants. C'est ainsi que ces cotisations-là des enseignants, les enseignants, je dis bien les enseignants, leurs cotisations, à travers leurs syndicats, ils ont appuyé notre syndicat, la FENECO, comme on le fait partout ailleurs, pour lutter contre le travail des enfants. Et ce projet, nous l'avons initié, et avant tout, nous avions mené une enquête ici dans la cité de Kiliba, dont les rapports, je vais vous les présenter tout de suite. Comprenez que le gouvernement mène toujours les efforts. Les partenaires internationaux mènent les efforts pour réduire le travail des enfants et améliorer la scolarisation. Plusieurs zones rurales de la République démocratique du Congo, notamment notre province, le Sud Kivu, continuent d'être confrontées à des défis majeurs concernant la non-scolarisation des enfants et leur exploitation au travail. Cette situation est particulièrement marquée à Kiliba, où les enfants sont souvent contraints de travailler de leur jeune âge pour soutenir leur famille, ce qui nuit à leur éducation et à leur développement.
La problématique majeure de cette enquête est donc de comprendre l'ampleur du travail des enfants et de la non-scolarisation dans les 5 quartiers spécifiques que nous avons enquêtés et ainsi formuler les recommandations pour remédier à cette situation. Donc après ce rapport ici, nous allons formuler des recommandations pour y remédier. Quelle est la méthode que nous avons utilisée lors de l'enquête? L'enquête a été réalisée par des interviews. Il y avait aussi des observations directes des ménages dans 5 quartiers de Kiliba. On a passé dans les quartiers Kavunge, dans les quartiers Butaho, dans les quartiers Hongero, quartier Rukangaga et le quartier Rusabagi. Ce sont là les 5 quartiers où notre enquête a été focalisée. Nous avons enquêté 1177 ménages pendant 3 jours, du 26 décembre au 28 décembre. Nous étions dans l'enquête et on a sonné dans les 5 quartiers déjà cités et nous avons questionné 1177 ménages, représentant une population d'environ 49 131 personnes, dont 25 208 enfants. Quel a été le critère que nous avons utilisé? D'abord, on cherchait à savoir le nombre d'enfants dans chaque ménage. Dans ces ménages-là, on voulait identifier le nombre d'enfants scolarisés, donc qui sont à l'âge de scolarité, entre 6 ans et 17 ans, et le nombre d'enfants travaillant non scolarisés. Il y a les enfants qui travaillent et qui ne sont pas scolarisés. Donc on voulait chercher ces enfants. Quel est le résultat de l'enquête? Après compilation, on a sonné dans les 5 quartiers. Dans les quartiers Kavunge, le quartier où nous sommes actuellement, sur une population de 12 770 habitants, selon les statistiques retrouvées au bureau de la cité de Kiliba, sur 12 770 habitants, il y a un total d'enfants de 8 629. 8 629. Nous avons enquêté 320 chefs de famille. Et dans ces 320 familles, il y a 1345 enfants. Dans ces 1345 enfants, les enfants non scolarisés, c'est 931 et les enfants non scolarisés, 414. Non scolarisés, 414. Dans les quartiers Butao, sur une population totale de 9 243, il y avait 5 190 enfants. Nous avons enquêté 378 chefs de ménage et de famille, dans lesquels on a trouvé qu'il y avait 1650 enfants dans ces familles-là. 1202 enfants étaient scolarisés et 448 enfants non scolarisés. Dans les quartiers Hongero, sur une population de 1492, il y a 1040 enfants. La population enquêtée, c'est 1668 ménages enquêtés. Les enfants issus de ces ménages enquêtés, c'est 802. Les enfants scolarisés, c'est 597. Et les enfants travaillant scolarisés, 205. Dans les quartiers Rukangaga, les quartiers les plus peuplés, la population totale, c'est 16 227. Total enfants, 11 069.
Population enquêtée, 218 familles enquêtées, dont les enfants issus de ces familles, c'est 924. Si vous pouvez reprendre le chiffre quand même. Population totale, 16 227. Total enfants, 11 069. 11 069. Population enquêtée, 218 chefs de famille. Enfants issus des ménages enquêtés, 924. Enfants scolarisés, 538. Enfants travaillant non scolarisés, 386. Dans les quartiers Roussabagi, sur une population totale de 7544, il y a une population, donc les enfants, 5278. La population enquêtée, 93 chefs de famille. Enfants issus des ménages enquêtés, 417. Enfants scolarisés, 250. Enfants travaillant scolarisés, 167. Au total maintenant, nous avons enquêté une population de 1177. Les enfants scolarisés, dans ce 1177 familles, il y a 3518 enfants scolarisés. Et les enfants travaillant non scolarisés, il y a 1620 enfants non scolarisés. Donc vous voyez que le problème est là. C'est comme si on néglige la question, mais c'est un problème qui est sensible. 1620 enfants, donc dans 1177 ménages seulement que nous avons enquêtés, ne sont pas scolarisés. Maintenant, nous sommes posés la question. Si on allait enquêter dans tous les ménages, dans chaque ménage de l'aspect d'équilibre, on aurait trouvé combien d'enfants non scolarisés. Donc vous attendrez que le nombre est encore élevé et la question est tellement sensible que nous devons nous prendre tous, nous devons prendre la question en main. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, des autorités, c'est l'affaire de toute la communauté. Les résultats montrent que dans tous les quartiers étudiés, le taux de la non-scolarisation est préoccupant. En moyenne, 30 à 35% des enfants ne sont pas scolarisés. Ce qui laisse présager un avenir difficile pour ces enfants en termes d'accès à l'éducation et des possibilités professionnelles futures. Le travail des enfants est bien présent dans ces quartiers, bien que les taux varient d'un quartier à l'autre. Les enfants travailleurs sont principalement impliqués dans les activités informelles, telles que l'agriculture, les petits commerces, et souvent dans des tâches domestiques ou des activités de construction. Quels sont les problèmes que nous avons identifiés lors de notre enquête? D'abord, il y a l'accès limité à l'éducation. Le nombre d'enfants non scolarisés reste élevé malgré la scolarisation de certains d'entre eux. Il y a aussi l'exploitation au travail. Le travail des enfants reste une réalité dans les différents quartiers, impactant négativement leur développement et leur avenir. Il y a aussi la pauvreté et manque de soutien familial. Beaucoup de familles n'ont pas de moyens de scolariser leurs enfants, ce qui les pousse à les envoyer travailler pour subvenir pour aider leur famille à survivre. Quelles sont les recommandations que nous devons formuler? D'abord, concernant renforcer l'accès à l'éducation, il est essentiel d'améliorer l'accès à l'éducation en fournissant des aides financières ou des kits scolaires aux familles vulnérables.
la sensibilisation sur le travail des enfants. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour informer les parents et la communauté sur les dangers du travail des enfants et l'importance de l'éducation. La collaboration avec les autorités locales et les ONG. Il serait judicieux de renforcer la contre le travail des enfants et promouvoir la scolarisation. Et la création d'opportunités économiques pour les familles. Pour éviter que les enfants ne soient contraints de travailler, il est important de créer des opportunités économiques et d'emploi pour les parents dans ces quartiers. En conclusion, les résultats de cette enquête montrent une situation préoccupante en ce qui concerne la non-scolarisation des enfants et le travail des enfants dans les quartiers d'équilibre. Cette situation nécessite une action urgente et concertée de la part des autorités, des organisations de la société civile, des familles elles-mêmes, pour offrir aux enfants un avenir meilleur à travers l'éducation et la lutte contre le travail des enfants. Le rapport présent pourra servir de base pour orienter les politiques publiques et les programmes de sensibilisation à la protection de l'enfance dans la région. Je dis et je vous remercie. Moi qui est chargé de la promotion des femmes. Moi, c'est Mahika Dieudonné, chargé de l'administration. C'est Manœuvre Maband, chargé de la finance. C'est Fikir Ngoy Castro, chargé d'implantation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bounana, chef de cité de Kiliba. Je ne pense pas que cette activité pouvait se passer sans que je ne place un mot en tant que chef de cité. Je remercie grandement la FENECO pour avoir songé à la cité de Kiliba. Là, vraiment, je vous en remercie beaucoup parce que dans la cité, dans le territoire d'Uvira, nous avons beaucoup d'entités, mais vous avez songé à Kiliba. Et en songeant à Kiliba, vous m'appelez directement à voir tous ces enfants-là qui errent dans la rue, pauvreté ou pas, mais là, vous avez songé à ces enfants pour les ramener à l'école. Et si tous ces enfants se retrouvaient à l'école, je pense que ça arrangerait aussi la cité parce que la délinquance serait aussi amoindrie et nous trouverons que la cité serait quand même aurait dans la... Ouais, nos amis de FENECO qui nous appellent nous partenaires, nous les appelons aussi partenaires. Ils sont partenaires également congolais. C'est vice-versa, non? Oui, oui. La scolarisation des enfants et leurs exploitations au travail. Ici, peut-être, je voulais ajouter quelque chose au travail forcé ou professionnel. Parce que les enfants doivent d'abord aller à l'école, puis revenir aider les parents à la fin de leurs études. Là, ce n'est pas, on ne peut pas interdire à l'enfant d'aider sa maman, je ne sais pas, pour le transport de manioc ou transporter un bidon de l'eau à boire ou de lessive. Ce n'est pas contre-indiqué. Et maintenant, le grand problème que nous avons, c'est quoi? Nous avons les problèmes dans la communauté et au niveau du gouvernement. C'est un dossier partagé. Voilà pourquoi je vous avais dit à un certain moment, nous avons endossé. Parce qu'on ne peut pas amener les enfants à l'école alors qu'il n'y a pas d'espace. Ça, c'est pour le gouvernement congolais. Mais aussi, l'enseignement
primaire, il y a une gratuité. On doit amener les enfants à l'école primaire. Mais il y a de ces enfants-là qui n'ont pas pu étudier parce que la famille n'était pas en mesure d'acheter les kits scolaires. Ces enfants sont là, ils sont en train de sillonner dans les rues. Que ce soit à l'école secondaire, que ce soit à l'école primaire. La gratuité à l'école primaire, oui. Mais il n'y a pas la gratuité pour les kits scolaires. Vous devez acheter l'uniforme, vous devez acheter les cahiers. Vous devez acheter les chaussures pour l'enfant ou des babouches. Et c'est ce qui fait en sorte que nous devons, nous tous, nous approprier ces projets que nous venons de lancer aujourd'hui. Nous devons amener les enfants à l'école. Parce que l'avenir, le développement de ces pays, ce sont ces enfants-là que nous sommes en train de négliger aujourd'hui. Qui pensait parmi vous qui serait directeur? Qui pensait parmi vous qui serait pasteur? Qui pensait parmi vous que je serais président, gouverneur, tout consort? Mais c'est dans ces enfants-là où on aura des administrateurs, on aura des bourgmestres, on aura les maîtres de la ville. Nous devons nous mettre en tête que c'est une charge qui revient à la famille et aux parents. Et le gouvernement congolais aussi, nous allons faire en sorte que les rapports soient envoyés à la hiérarchie. Il a dit qu'on est en train d'envoyer des rapports, mais sans succès. On ne va pas arrêter à envoyer ces rapports-là. Il faudrait qu'on multiplie, qu'on nous ajoute des salles de classe pour ces enfants-là. Et je suis en train de dire que ce n'est pas seulement l'impossibilité de nos parents qui fait en sorte que les enfants n'étudient. J'ai ajouté aussi les problèmes de l'insécurité. J'ai ajouté aussi l'alcoolisme dans les bas âges. Il y a de ces enfants-là qui prennent la boisson à 10 ans, à 12 ans même. Surtout ça. Et ça revient de la responsabilité des parents de faire en sorte que ces enfants-là aillent à l'école. Vous conviendrez avec moi que le projet que nos amis de FENECO viennent de lancer aujourd'hui, nous devons soutenir ces projets. On nous a appelés ici. On ne nous a pas appelés seulement pour venir prendre. J'ai vu, il y a des galettes là. Ce n'est pas seulement pour venir manger ces galettes là. C'est parce que vous avez l'obligation d'aller partager cette information dans la communauté. Il y a certains d'entre vous, aussitôt il arrive à la maison, même l'épouse ou le mari va poser la question, mais vous devez dire à ceux-là qui sont restés à la maison qu'on nous a réunis là-bas, il était question de dire ça. Les enfants doivent aller à l'école et nous ne sommes pas autorisés d'utiliser les enfants pendant les heures de classe. Les enfants doivent d'abord aller à l'école et puis revenir vous aider après. Et vous avez vu vous-même, le nombre est exorbitant. 1620 enfants qui sont dans la rue sur 3518. C'est la moitié. La moitié. C'est-à-dire si on a 10 enfants ici à Kiliba, c'est-à-dire 5 enfants étudient, 5 enfants n'étudient pas. Vous allez vous mettre en tête que si on continue dans cette allure, les groupes armés, la recrudescence des groupes armés dans cette partie du territoire ne va pas cesser. Au lieu que il faudrait qu'ils intègrent l'armée loyaliste ou la police. Celui-là a vieilli. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des jeunes garçons qui pourront peut-être les remplacer. Et voilà pourquoi nous avons cette obligation-là. Et sans plus tarder, je voulais dire à tous les parents ici, c'est dans nos obligations de faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Et ça doit être une tâche de chacun de nous, en tant qu'autorité politico-administrative, en tant que parent, en tant que pasteur, en tant qu'animateur et leader communautaire. C'est à ces mots que je déclare officiellement le lancement de ce projet Zone libre de tout travail aux enfants de 6 à 17 ans dans la cité de Kiliba. Je vous en remercie. Ujitambulisha mbele ya mikrofoni yetu. Mimi ni Paul Fanaka, niko president provincial wa FENECO INTC Sud Kivu, niko syndicaliste, maana mteteaji wa walimu.
tunatoka kuhudhuria kushimikwa rasmi kwenye mradi wa shirika yenu ya FENECO INTC ambayo inaitwa la création des zones libres de travail des enfants à Kiliba, province du Sud Kivu. Tupenda kujua nini njo shaba lengo ya mradi huo. Ndiyo, mradi wa projet wa mradi ya création des zones libres de tout travail des enfants à Kiliba ni mradi yenye nalenga kupunguza makazi ya watoto na kuhakikisha kila mtoto akuwe shuleni. Makazi ya watoto ni nini? Kuna watoto ambao wanaenda shambani, wengine wanakuwa ni wa kufuga mambuzi au mifugo fulani wanashindikiza kumalisha na kuirudisha. Kuko wa pesher, ni watoto mko wa pesher, mko wenyewe wanatumika ma restaurant, wanatumika ma chantier ya kutengeneza mabrike, vingine ma chantier ya kujenga manyumba na vingine. Sasa ile wakati bako ile makazi habajikuti kama bako kwa masomo. Na danger niko pale mtoto mwenye asome ni danger kwanza kwa maisha yake, ni danger kwa familia yake na ni danger kwa taifa lote nzima. Ndio maana mradi huu unalenga kuhimiza wakaji wote wa Kiliba, kuhimiza wazazi wote ili watume watoto wao shuleni. Tutapenda kujua nini imewasukuma ninyi kulenga jiji ya Kagandu tu katika mradi huu. Ndio, hii jiji la Kiliba tunalijua vizuri sana. Kila mara tunapopita katika mamisio ya sindikale tunakuta watoto wenyewe wako wanatumika ile makazi ambayo tumeshakutaja. Tunakuta watoto wako na wazazi shamba, watoto wako na mifugo. Unaingia mreso unakuta mtoto ndio na kuservi, unakuta mtoto ndio anaosha mainite, kusharger matelefoni na vingine. Sasa unajuza huyu mtoto wenzao wako shuleni kwa hii mida. Sasa yeye kuna anatumika hii kazi ni kwa nini? Kwa ndio kama ile inakuwa ni tatizo na sio mtoto mmoja tu bali ni wengi. Na unapotembea mtoto unakuta presque kila familia mko mtoto mwenye asomaki, yeye njoo kuchungaka wenzangu watoto wadogo. Na jioni asomi na asubuhi asomi. Ile ni mzigo. Sasa avenir ya yule mtoto inakuwa mmeiweka wapi? Ndio maana tumeona kama hapa Kiliba deja inakuwa ni danger. Ni vema tufanye kitu kwa ajili ya Kiliba, mahali ya kuhimiza wazazi kuwasukuma watoto shuleni. Tunakushukuru sana, na kwenye speech tumefuata kwenye kikao huko umeonyesha kwamba idadi ya wanafunzi ya watoto ambao waende shuleni ni nyingi sana kuliko idadi ya watoto ambao wanaenda shuleni kwa kupitia anketa mumeendesha. Sasa tupenda kujua mikakati gani na strategy gani mtafanya ili kuletea wale watoto ambao waende shuleni wapate nao kurejea shuleni. Ni kweli tumekuta watoto wengi ambao hawasomi, wako wengi sana. Na mkakati ambao tutatumikisha peke yetu hatuwezi weza kurudisha wale watoto shuleni. Tunatumika na vikuu wakuu viongozi wa mji. Tunakuwa na administrateur du territoire, tunakuwa na chef de cité, tunakuwa na chef de quartier, chef d'avenue, wale wa chef de famille wao peke wako pale, huko wa viongozi wa mashule mbalimbali na walimu, sote pamoja tunajiunga ili kuhamasisha jamii, kuonesha umuhimu wa kusomesha watoto, kuonesha danger yenye iko wakati mtoto iko natumika makazi fulani na asiende shuleni. Sasa strategy tunatumikisha ni kuhakikisha watu wote tunawatia pamoja, tunaongea na tunaoneshana umuhimu kwanza wa masomo na tunaoneshana danger ya ile kutokusoma. Ndio mtoto mwenye asomi kesho ndio atakuwa ba peur de route, ndio mtakuwa siyo mwizi, nani, bavuta bangi. Yalo ile yote tunapaswa kuipiganisha mbele ya wakati ili kuwekea avenir yenye komeo. Ni vile ambavyo vitatumika zaidi ni mwale muungano, mwale collaboration na leader communautaire. Katika kama semalizia tu sijue kama unakuwa na aliko gani ambao ungeambia wazazi, wanafunzi na wale ambao ni mapartner kwa kusaidia kwa kufanya mradi huu. Ndio tunaomba wazazi wote, huko watoto wenyewe wangali kunyumba, vraiment watoto wanapaswa kusoma. Tunahitaji watoto wote waje shuleni. Tunaomba watoto sisi tuanyo huko ku primaire
kungali chance ya kuwakamata bakuye ku masomo basome, na surtout mwaka kesho tunaanza iprepare hii wakati mwezi wakienda kutafunguliwa tena masomo, tunaanza hamasisha wazazi, kila mtu aanze jiandaa. Usitunge mwezi mwe nataka fika njoo uanze tafutia mtoto uniforme. Hii ndio wakati ya kwanza andaa masomo ya mtoto wako mwaka kesho. Donc tunaita wa kila mzazi vraiment ajikaze na kusomesha mtoto. Kama ungana mtoto kunyumba, uangalie namna gani ya kumsukuma kwa masomo, asome sawa sawa na watoto wengine. Ile ni haki yake ya msingi ambayo hawezi kumnyima hata kidogo. Ni droit yake, ni haki yake, wanapaswa kuheshimu. Ni ujumbe huu ambao tunachia wazazi wa hapa kutokea. Na kwa wanafunzi, kwa watoto? Kwa watoto wawe na bidii ya kusoma. Kuna watoto wengi ambao wazazi wanawashauri waende kwa masomo hawataki. Vraiment tunawahimiza sana wale watoto waende kwa masomo, mwachane na michezo, mwachane na kazi. Kama uko na kadili kadogo ndio kanatuma usinde kwa masomo, achana na ile dili. Ile ni danger kwako. Ni masomo kwanza mbele, kisha mengine Mungu atajua baadaye. Na kwa serikali? Kwa serikali tuna serikali ijikaze kupanua madarasa. Maana tunakuta masomo ni madarasa ni wachache na wanafunzi ni wengi na watoto ambao hawasomi wako wengi, ila masomo mashule hapa ni za kidogo sana. Serikali ijikaze kupanua madarasa, ijikaze kuongeza mashule ili kila mtoto awe na access to education. Tunakushukuru. Asante sana papa journaliste, mimi nashukuru zaidi.